C'était le 29 avril 2000, un Babouchiri Sherpa est sorti de sa tente à 6500 mètres pour préparer du thé. Le grimpeur le plus fort de l'Everest, l'homme qui avait passé 21 heures au sommet sans oxygène, allait simplement parcourir 75 mètres pour discuter avec des amis. Mais en quelques heures, il disparaîtrait sans laisser de traces. Et au matin, le plus grand Sherpa de tous les temps serait mort pour des raisons qui hantent encore aujourd'hui le monde de l'alpinisme. Il ne s'agit pas seulement de la mort d'un alpiniste, il s'agit de ce qui se passe lorsque l'expertise devient elle-même un ennemi. À la fin de cette histoire, vous verrez l'erreur fatale qui a coûté la vie au plus grand Sherpa de l'Everest, et pourquoi parfois la montagne ne punit pas l'imprudence, mais la grandeur. Bienvenue dans Extreme. Pour être honnête, je n'avais jamais entendu parler de Babouchiri Sherpa jusqu'à un jour froid et venteux de mars 2023. Je randonnais vers le camp de base de l'Everest quand je suis arrivé à l'un des lieux les plus saisissants, le mémorial des alpinistes disparus au col de Tukla. Il y a des drapeaux, des monuments, des pierres et des mémoriaux à perte de vue, et c'est d'une solennité à couper le souffle et bouleversant. Alors que je lisais lentement chaque nom rendant hommage à ces alpinistes disparus, je suis tombé sur le mémorial de Babouchiri Sherpa. J'ai eu la chair de poule non seulement à cause du vent, mais aussi en lisant l'histoire de cette légende. Ce que j'ai découvert sur Babu allait changer ma vision de l'expertise, de la confiance en soi et même des montagnes. Babouchiri est né le 22 juin 1965 dans un petit village appelé Taksindu, situé en haute montagne au Népal. Cet endroit était tellement isolé qu'il n'y avait ni école ni route, en gros aucune connexion avec le monde extérieur. La plupart des enfants grandissant là-bas n'apprenaient pas à lire ou écrire, mais Babu était différent. Alors que les autres enfants jouaient avec des cailloux, Babu fixait les immenses sommets qui entouraient son village, rêvant de ce que ce serait de les escalader. Enfant, Babu passait ses journées à aider ses parents dans leur petite ferme, mais ses yeux étaient toujours tournés vers les sommets. Il était fasciné par les étrangers qui traversaient parfois son village. Des alpinistes étrangers, à l'apparence différente, parlant d'autres langues et portant un équipement mystérieux. Il ignorait que ces personnes étaient parmi l'élite mondiale de l'alpinisme, tentant des ascensions parmi les plus dangereuses. Pour lui, ce n'étaient que des visiteurs fascinants, apparemment liés magiquement aux montagnes qu'il aimait. Alors, à 16 ans, il est devenu porteur. Alors que d'autres Sherpas se contentaient de porter des charges et d'être payés, Babu a choisi d'aller plus loin dans son métier. Il a appris l'anglais seul en écoutant les radios d'expédition. Il a lu tous les livres d'alpinisme disponibles et observait comment les grimpeurs occidentaux utilisaient leur équipement, se déplaçaient sur la glace et prenaient des décisions météo et d'itinéraire. Mais surtout, il a commencé à comprendre qu'il existait toute une science de l'alpinisme. Ce n'était pas seulement une question de force ou de courage. Il y avait des techniques, des stratégies, de l'équipement et des innovations. Il y avait un véritable savoir-faire, et Babu voulait maîtriser cet art. Petite parenthèse dans ce joyeux chaos, si vous souhaitez faire partie de la communauté extrême, avoir un accès anticipé à nos vidéos et à des sondages exclusifs, rejoignez-nous sur Patreon. On se retrouve là-bas. Son premier véritable succès est arrivé en 1985 lorsqu'il a gravi le Mirapic à l'âge de 20 ans. Le Mirapic culmine à 21 247 pieds, ce qui est plus haut que n'importe quelle montagne en Amérique du Nord. Cette ascension met au défi même les alpinistes expérimentés. La plupart des équipes d'alpinistes mettent 2 jours pour atteindre le sommet, passant la nuit en campement pour s'acclimater à l'air raréfié. Babu l'a fait en 4 heures. 4 heures! Comment a-t-il fait ça? Eh bien d'abord, Babu n'était pas comme nous. Rappelle-toi, il a grandi dans l'air raréfié de l'Himalaya. Ses poumons et son sang étaient dès la naissance adaptés à des conditions où d'autres peinent à respirer. Des années à porter des charges impossibles comme jeune porteur avaient transformé son corps en machine. Des jambes comme des câbles d'acier, des poumons comme des soufflets. Mais au-delà de la force, Babu avait quelque chose de plus rare, son esprit. Une fois que Babu se fixait un objectif, il ne le quittait plus des yeux. Pas de distraction, pas de doute, juste une détermination pure et implacable. Sur le pic Mira, cela signifiait pas de longues pauses pour reprendre son souffle, pas de lente acclimatation, juste un seul effort continu et éprouvant jusqu'au sommet. Ce que tous faisaient en 2 jours, Babu le faisait passer pour un simple entraînement matinal. Et ce n'était que le début. Au début de la vingtaine, Babu portait des charges défiant l'entendement.
Alors que les autres porteurs peinaient avec 15 ou 20 kilos, Babou attachait 35, parfois 45 kilos sur son dos et montait la montagne comme s'il portait des sacs de course. Le milieu de l'alpinisme a commencé à le remarquer. Qui était ce Sherpa discret qui évoluait aisément dans l'air raréfié, mais Babou ne se contentait pas d'être rapide. Il voulait comprendre la montagne au-delà de tout ce qu'avait accompli un alpiniste occidental. En 1990, à l'âge de 25 ans, Babou a atteint le sommet de l'Everest pour la première fois dans le cadre d'une expédition. Pour la plupart, l'histoire s'arrêterait là. Il fêterait cet exploit pendant des mois, le raconterait à tous et écrirait peut-être un livre sur la conquête de la plus haute montagne du monde. Mais lorsque Babou s'est tenu sur ce sommet et a regardé le monde étendu sous ses pieds, il n'a pas pensé « j'ai conquis cette montagne ». Il s'est dit « je me demande ce qui est encore possible ici haut ». Et si quelqu'un pouvait l'escalader plus vite que ce que tout le monde pensait possible? Et si quelqu'un pouvait survivre là-haut plus longtemps que ce que la science médicale jugeait sûr? Et si un Sherpa pouvait non seulement guider les alpinistes occidentaux jusqu'au sommet, mais aussi battre lui-même les records? Ce n'étaient pas seulement des rêves pour Babou, mais des expériences qu'il était déterminé à mener. Alors, au cours des années suivantes, il est retourné encore et encore sur l'Everest, apprenant quelque chose de nouveau à chaque fois. À chaque fois, il repoussait un peu plus loin les limites dans un territoire qu'aucun humain n'avait encore exploré. Au milieu des années 1990, Babou avait gravi puis redescendu l'Everest à plusieurs reprises et était déjà reconnu comme l'un des alpinistes d'altitude les plus forts au monde. Mais il restait surtout vu comme un simple guide, un membre de l'équipe de soutien des expéditions occidentales. Cela allait changer. En 1999, Babou s'apprêtait une fois de plus à gravir l'Everest pour la 9e fois, cette fois en tant que guide pour une expédition suédoise. Son sac à dos contenait l'équipement habituel, bouteilles d'oxygène, cordes et provisions d'urgence pour ses clients. Mais si vous aviez bien regardé le sac de Babou ce jour-là, vous auriez vu quelque chose d'inhabituel, jamais transporté au sommet de l'Everest. Une minuscule tente pesant à peine 1 kg et 100 grammes. Vous vous demandez peut-être pourquoi quelqu'un porterait une tente au sommet de l'Everest, qui n'est aucune petite parcelle de neige et de glace. On ne peut pas installer de campement ici, non? C'est la zone de la mort où l'homme ne survit que quelques minutes, pas des heures. Eh bien, Babou avait une tente parce qu'il prévoyait de faire quelque chose qui semble complètement fou. Il passerait la nuit au sommet de l'Everest, au lieu de simplement l'atteindre puis se hâter de redescendre pour se mettre en sécurité, comme tous les autres alpinistes de l'histoire. Il allait installer cette petite tente à 8848 mètres et y dormir, seul, toute la nuit, sans oxygène supplémentaire. Le plan de Babou pour cette prouesse s'est concrétisé lorsqu'il a rencontré Martin Zemidis, un concepteur qui travaillait pour Mountain Hardwear en janvier 1999. Martin travaillait souvent avec des alpinistes d'élite, des athlètes olympiques et des détenteurs de records du monde repoussant les limites humaines dans des environnements extrêmes. Mais lorsque Babou est entré dans son bureau, quelque chose était différent. Un homme assez petit, environ 1,50 m, est descendu. Martin dira plus tard « Je crois qu'il n'était qu'un grand poumon et un muscle avec des jambes semblables à des troncs d'arbres. » Lorsque Babou lui a raconté son rêve de passer une nuit sur l'Everest, il a d'abord ri, pensant que c'était une mauvaise blague. On voit des fous tout le temps, mais là, c'était hors norme. Il a sans doute pensé que Babou avait fini par perdre la tête à force de passer trop de temps en altitude. Mais une fois que Zemidis a appris que Babou était monté 8 fois sur l'Everest, la plupart sans oxygène supplémentaire, il a commencé à prendre l'idée au sérieux. Ce n'était pas un aventurier imprudent en quête de sensations fortes. C'était la personne la plus qualifiée au monde pour tenter quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. 4 jours plus tard, Martin a remis à Babou un abri de 1,2 kg de la taille d'une niche, qui, selon ses propres mots, était plus solide que du béton. Il devait être assez solide pour résister à des vents pouvant projeter une personne dans le vide. Il était également censé pouvoir garder Babou en vie dans des conditions qui tueraient la plupart des gens en quelques minutes, du moins en théorie. Ainsi, en mai 1999, avec sa tente sur mesure attachée sur le dos, Babou a entamé ce qui allait devenir soit le plus grand exploit de l'histoire de l'alpinisme, soit la tentative de suicide la plus coûteuse jamais enregistrée. Son expédition s'est déroulée normalement au début. Babou a guidé ses clients suédois à travers la cascade de glace du Khumbu en passant devant les immenses séracs qui pouvaient s'effondrer et les écraser à tout moment. À travers le camp 1, le camp 2, puis en gravissant la face du Lhotse, ce mur de glace presque vertical qui épuise même les alpinistes d'élite. En montant dans la zone de la mort, les clients suédois ont rencontré des difficultés. L'air raréfié commençait à faire des ravages, leur mouvement devenait lent.
Leur capacité de prise de décision a commencé à se détériorer, un signe certain que le mal des montagnes s'installait. Haut sur la montagne, avec le sommet douloureusement proche, les alpinistes suédois ont pris la bonne décision. Ils ont fait demi-tour. Les conditions étaient trop difficiles à affronter en toute sécurité. Pour beaucoup de guides, cela aurait signifié la fin de l'expédition. Vous redescendez vos clients sains et saufs de la montagne et considérez l'expédition comme une réussite. Tout le monde rentre vivant. Mais Babu différait des autres guides. Il a continué l'ascension avec 2 coéquipiers Sherpa, Dawa et Nima Dorje. Les 3 hommes ont poursuivi ensemble la dernière approche du sommet, luttant contre des vents menaçant de les faire tomber de l'étroite arête. À 10h30, le 6 mai 1999, ils ont atteint le sommet du monde. Comme promis, Dawa et Nima ont aidé Babu à installer sa petite tente juste là, au sommet. Et laissez-moi vous dire, ce n'était pas une mince affaire en soi. Ils travaillaient avec des mains si froides qu'ils ne sentaient de plus leurs doigts, frappés par des vents assez puissants pour les renverser, debout sur une parcelle de neige de la taille de votre salon. Et s'ils faisaient un faux pas, eh bien, cela signifiait une très longue chute sur le flanc de la montagne. Une fois la tente installée avec succès, ses coéquipiers Dawa et Nima Dorje sont redescendus vers la sécurité comme prévu, laissant Babouchiri Sherpa complètement seul. Alors que le soleil se couchait et que les températures approchaient les moins 40 degrés, Babu s'est réfugié dans sa tente, se préparant à vivre peut-être la nuit la plus longue de sa vie. Au camp de base et jusqu'au siège de Mountain Hardwear en Californie, tout le monde retenait son souffle. Martin Zemmedis a passé toute la nuit à lire des forums d'alpinisme et des mises à jour en direct des expéditions, et ce qu'il a vu lui a retourné l'estomac. Les blogs disaient que j'avais conçu le cercueil le plus haut du monde, se souvient plus tard Martin. Quand j'ai lu ça, j'ai complètement craqué. Pendant les premières heures, la radio de Babu grésillait en transmettant des nouvelles. Il était vivant, il était conscient. Il chantait des chansons pour rester éveillé, car les médecins l'avaient averti que s'endormir à cette altitude sans oxygène serait probablement fatal. Vers la 7e heure, un événement terrifiant est survenu. La radio s'est tue, ne diffusant que des grésillements pendant des heures. L'équipe au col sud a essayé d'appeler, le camp de base a essayé d'appeler, rien. Et à 8848 mètres, le silence radio signifie généralement une seule chose. De retour chez Mountain Hardwear, Martin Zemmedis actualisait frénétiquement les sites et forums d'alpinisme. Les commentaires étaient brutaux. Les gens écrivaient déjà la nécrologie de Babu. Ils disaient « il est mort ». Personne ne peut survivre aussi longtemps là-haut. Martin a plus tard avoué ne pas avoir dormi cette nuit-là, pensant sans cesse l'avoir peut-être tué. Pendant ce temps, au col sud, le camp le plus élevé de l'Everest, l'équipe de soutien de Babu faisait face à une décision déchirante. Devaient-ils risquer leur vie pour une mission de sauvetage nocturne ou attendre le matin pour voir s'il y avait encore quelque chose à sauver? Les heures s'écoulaient lentement. Aucun message du sommet, aucun signe de vie de la minuscule tente installée au sommet du monde. À l'aube du 7 mai 1999, tout le monde se préparait au pire. Mais alors que les équipes de secours commençaient à se préparer à une tentative d'atteindre le sommet pour confirmer le pire et élucider ce qui était arrivé à Babouchiri Sherpa, quelqu'un aperçut quelque chose bouger sur l'arête sud-est. C'était une petite silhouette qui descendait lentement mais sûrement vers le camp 4, c'était Babu. Non seulement il était vivant, mais il marchait par ses propres moyens, rangeant méthodiquement son équipement en descendant comme s'il venait de passer la nuit dans un hôtel confortable plutôt qu'à l'endroit le plus hostile de la Terre. Babu n'était pas silencieux, il était juste sur la mauvaise fréquence radio. L'Everest possède 2 itinéraires principaux, au sud au Népal et au nord au Tibet. Babu parlait aux alpinistes du côté nord, tandis que son propre groupe écoutait du côté sud, donc il n'entendait que des grésillements. Lorsque Babu a finalement rejoint ses coéquipiers au col sud, il pouvait à peine croire ce qu'il voyait. Il était épuisé, c'est certain. Son visage était brûlé par le vent et ses lèvres étaient gercées à cause du froid, mais il était vivant, il était cohérent, il allait bien. Le monde de l'alpinisme a explosé de joie. Babouchiri Sherpa venait de briser toutes les idées reçues sur ce que les êtres humains pouvaient endurer en haute altitude. Il avait établi un record qui tient toujours aujourd'hui. Aucun être humain, avant ou depuis, n'a passé une nuit au sommet de l'Everest. On pourrait croire qu'il se serait arrêté là. Mais pour Babu, ce n'était pas la fin de sa quête pour redéfinir ce qui était possible sur la plus haute montagne du monde. Ce n'était que le début. L'année suivante, Babu a décidé qu'il n'en avait pas fini avec la réécriture des règles. Si passer la nuit au sommet de l'Everest était impressionnant, alors ce qu'il prévoyait ensuite était carrément fou. En 2000, Babu a annoncé son prochain objectif.
Il s'apprêtait à battre le record de vitesse pour l'ascension de l'Everest. Vous pourriez penser que c'est impressionnant, mais grimper un peu plus vite, est-ce vraiment si difficile? Eh bien, laissez-moi remettre cela en perspective. La plupart des alpinistes passent des semaines à s'acclimater, se déplaçant lentement entre les camps pour que leur corps s'adapte à la baisse d'oxygène. Ils montent jusqu'au camp 1 puis redescendent, ensuite jusqu'au camp 2 puis redescendent, progressant ainsi petit à petit sur la montagne pendant des semaines. Babu avait prévu de tout faire en une seule journée. Le 21 mai 2000, Babu a commencé à grimper depuis le camp de base dans l'obscurité du petit matin. Pas d'arrêt pour la nuit, pas de pause d'acclimatation, juste une ascension directe de la montagne à travers des zones qui tuent la plupart des gens qui y passent trop de temps. Il a traversé la cascade de glace du Khumbu comme s'il faisait un jogging matinal, passant devant les immenses séracs qui pouvaient s'effondrer et l'écraser à tout moment. Il a grimpé la face du Lhotse, un mur de glace presque vertical qui épuise même les alpinistes d'élite. Puis il est entré dans la zone de la mort où chaque pas est une lutte contre l'air raréfié et le froid mordant. Et il a continué à grimper. 16h56 après avoir quitté le camp de base, Babu Chiri Sherpa se tenait au sommet du mont Everest. Il venait d'accomplir l'ascension la plus rapide de l'histoire, pulvérisant le précédent record de plus de 3 heures. C'est comme courir un marathon à une allure qui vous qualifierait pour les Jeux Olympiques, mais à des altitudes où la plupart des gens peuvent à peine marcher. Le monde de l'alpinisme était stupéfait, tout le monde aussi. Voici un Sherpa qui redéfinissait les limites humaines sur la plus haute montagne du monde. Pour Babu, ce n'était pas juste des exploits pour attirer l'attention, mais faisait partie d'une mission plus vaste. Babu avait grandi dans un monde où les Sherpas étaient vus comme de simples porteurs. Ils portèrent du matériel, installèrent les camps et risquèrent leur vie pour aider les alpinistes occidentaux à réaliser leurs rêves. Mais ils recevaient rarement de la reconnaissance pour leurs compétences, leur savoir ou leur courage. Babu voulait changer cela. Il voulait prouver que les Sherpas n'étaient pas seulement des bêtes de somme. Ils étaient des alpinistes d'élite à part entière, capables d'exploits qu'aucun grimpeur occidental n'avait jamais imaginés, et ils le faisaient aussi pour une raison très personnelle. Babu avait 6 filles et voulait qu'elles aient les opportunités qu'il n'avait jamais eues. Il avait grandi dans un village sans école, sans éducation, sans aucune issue sauf par la montagne. Il avait appris seul à lire et à écrire, avait appris plusieurs langues grâce à sa détermination. Mais il n'a jamais oublié ce que ça faisait d'être cet enfant à Taksindu avec de grands rêves et aucun moyen de les réaliser. Babu a profité de sa notoriété pour collecter des fonds et construire une école dans son village. Il voulait que ses filles et tous les autres enfants de la région aient des chances qu'ils n'avaient jamais eues. L'école de la fondation Babu Chiri a été achevée en 2000. Son rêve était devenu réalité. Des centaines d'enfants qui auraient grandi analphabètes, comme lui a failli l'être, avaient désormais accès à l'éducation. Mais le succès peut être un danger en soi. Voyez-vous, en 2000, un Babu Chiri Sherpa était devenu quelque chose d'inédit dans le monde de l'alpinisme, une superstar Sherpa. Contrairement aux autres Sherpas, restés dans l'ombre des expéditions occidentales, Babu bénéficiait de sponsors, d'une couverture médiatique et d'un empire commercial. Il était copropriétaire de Nomad Expeditions, l'une des principales sociétés d'alpinisme du Népal. Il apparaissait dans des documentaires, des magazines internationaux d'alpinisme lui consacraient des portraits. Il avait accompli des choses qui semblaient surhumaines, des records et des exploits que personne d'autre ne pouvait égaler, ce qui donnait l'impression qu'il avait transcendé les limites humaines normales. Et c'était peut-être là le problème. Après avoir passé 21 heures au sommet de l'Everest sans oxygène et survécu, gravi la plus haute montagne du monde en moins de 17 heures et atteint le sommet de l'Everest plus souvent que presque n'importe quel autre être humain vivant, on finit peut-être par se sentir invincible. Peut-être qu'on commence à croire à sa propre légende. Peut-être qu'on cesse de voir la montagne comme quelque chose qui peut vous tuer. Et cela pourrait expliquer ce qui s'est passé ensuite. En avril 2000, un Babu était de nouveau sur les pentes de l'Everest, se préparant pour ce qui serait son 11e sommet, un record qui le mettrait à égalité avec une seule autre personne au monde. Mais Babu n'était pas sur l'Everest uniquement pour le record. Cette fois, c'était différent. Oui, il guidait une expédition commerciale, c'était son travail. Et oui, un 11e sommet égalerait le record du monde. Mais Babu avait quelque chose de plus grand en tête. Après cette ascension, il prévoyait le projet le plus audacieux de sa carrière, une double traversée de l'Everest. Du camp de base nord au camp de base sud, puis retour à nouveau. C'était le genre de défi impossible qui allait cimenter sa légende pour toujours. Mais d'abord, il devait réussir cette expédition. Il devait d'abord guider ses clients en sécurité jusqu'au sommet, puis les ramener.
Ce que Babu ne savait pas, c'est qu'il n'aurait jamais l'occasion de tenter cette traversée, car il allait prendre la décision la plus simple et la plus ordinaire de toute sa carrière d'alpiniste, et cela allait tout lui coûter. Le 29 avril 2001 devait être une journée de routine au camp 2. L'équipe s'acclimatait à 6500 mètres en attendant leur fenêtre météo. Babu est sorti de sa tente cet après-midi-là pour prendre quelques photos près du camp. Ça aurait dû être simple, une courte promenade, quelques photos de l'itinéraire, puis retour pour préparer l'ascension finale. Au lieu de cela, ce fut la fin de tout. Ce matin-là, il y avait beaucoup de vent. Des conditions qui incitent les alpinistes prudents à rester sous tente, économiser leur énergie et rester en sécurité. Les parois en toile claquaient et craquaient comme des coups de feu. La neige fouettait le glacier en nappe horizontale. Pour beaucoup d'alpinistes, ce serait une journée à passer à l'abri, lire, organiser son matériel et attendre de meilleures conditions. Mais vers 16 heures, le vent a commencé à se calmer. Pas vraiment calme, mais juste un peu plus calme. Et après être resté enfermé dans une tente toute la journée, Babu a décidé de sortir prendre l'air. Il a dit à ses coéquipiers qu'il allait se promener autour du camp et prendre quelques photos. Juste une petite balade, peut-être à 100 mètres de sa tente. Cela aurait dû être banal. Babu avait déjà parcouru de nombreux camps lors de multiples expéditions. Il connaissait ce terrain mieux que presque quiconque, mais ce que Babu ignorait, ce que personne ne pouvait savoir, c'est que la montagne avait tendu un piège invisible. Vous voyez, les glaciers sont en mouvement constant, ils se fissurent sans cesse. Ces fissures, appelées crevasses, peuvent mesurer d'1 mètre à plusieurs dizaines de mètres de profondeur. Certaines sont évidentes, de larges trous béants que tout alpiniste éviterait, mais d'autres sont cachées. Quand la neige fraîche tombe, elle peut former ce que les alpinistes appellent un pont de neige. Une fine couche de neige qui recouvre une crevasse et donne l'impression que c'est du sol solide. Depuis la surface, on ne voit pas la différence, cela paraît sûr. Cela semble praticable jusqu'à ce que quelqu'un marche dessus. C'est pourquoi les alpinistes appliquent des règles de sécurité sur glacier. On s'encorde et on porte des crampons, des pointes qui aident à accrocher la glace. Vous sondez la neige suspecte avec votre piolet avant d'y mettre tout votre poids. Mais Babu avait parcouru le camp 2 des centaines, voire des milliers de fois. Il connaissait chaque rocher, chaque formation de glace, chaque chemin sûr à travers le glacier. Il a guidé des dizaines de clients sur ce terrain précis sans incident. Qu'est-ce qui pourrait bien mal tourner ? Cet après-midi-là, de la neige fraîche était tombée sur le Sebelhoem occidental, recouvrant les fissures du glacier comme une couverture. Ce qui ressemblait à un terrain familier et sûr était en réalité quelque chose de complètement différent. Et c'est là que l'histoire devient encore plus mystérieuse. Selon certains récits, lorsque Babu est sorti de sa tente ce jour-là, il ne portait pas de crampons, ces pointes métalliques qui s'accrochent à la glace et aident à répartir le poids sur les ponts de neige. Maintenant, cela semble presque impossible à croire. Babu Chiri Sherpa, l'alpiniste d'altitude le plus expérimenté au monde, marchant sur un glacier sans équipement de sécurité de base, ce serait comme si un pilote de course oubliait de mettre sa ceinture de sécurité. Mais c'est peut-être justement le fond du problème. Quand on a fait quelque chose en toute sécurité des milliers de fois, quand on connaît chaque centimètre du terrain comme sa poche, on commence peut-être à penser que les règles ne s'appliquent pas à soi. Ou alors on devient simplement trop à l'aise. Les psychologues ont un terme pour cela. On appelle ça le syndrome d'hubris, et cela se produit lorsque des personnes en position de pouvoir ou ayant connu un succès extraordinaire commencent à avoir une vision exagérée de leurs propres capacités. Ils deviennent trop sûrs d'eux, rejettent les critiques et commencent à croire qu'ils sont essentiellement invincibles. Mais voici ce qui est effrayant. Le syndrome d'hubris ne touche pas les personnes naturellement arrogantes. Il apparaît chez des personnes compétentes et déjà couronnées de succès après avoir accompli de grandes choses. Le succès même qui les rend exceptionnels les aveugle aussi face au risque. Et Babu Chiri Sherpa, il avait accompli plus sur l'Everest que n'importe quel humain dans l'histoire. S'il y a quelqu'un qui pourrait souffrir du syndrome d'hubris, c'est bien lui. Peut-être que Babu a regardé dehors et s'est dit « Ce n'est que 90 mètres, j'ai parcouru ce chemin 100 fois. Je connais tous les dangers, mais la montagne avait changé les règles pendant la nuit. » Quelque part entre sa tente et l'endroit où il prévoyait de prendre ses photos, Babu a fait un pas qui ressemblait exactement à tous les autres pas qu'il avait fait autour du camp 2 sur ce qui semblait être un sol solide et familier. Mais sous cette innocente surface blanche, il n'y avait rien d'autre que de l'air. Sans crampons pour l'aider à adhérer à la surface et répartir son poids, ce mince pont de neige n'a pas pu le soutenir. La neige a cédé instantanément. Un instant, Babu marchait sur le glacier avec son appareil photo, pensant aux prises de vue qu'il voulait réaliser.
L'instant d'après, il est simplement tombé dans l'obscurité. Et c'était tout. Un homme qui avait défié l'Everest, traversé tant de dangers et s'en était toujours sorti indemne, est mort d'une manière qui semblait presque ordinaire comparée à tout ce qu'il avait enduré auparavant. Aucun traumatisme, juste le silence. De retour au camp, les heures passèrent. Le vent s'est remis à souffler alors que le soleil commençait à se coucher et les températures ont entamé leur chute mortelle vers moins 40 degrés. Les coéquipiers de Babou ont commencé à s'inquiéter. Ce n'était pas son genre. Babou était méthodique, prudent et toujours conscient du temps et des conditions. Il ne s'absenterait jamais pendant des heures sans dire à personne où il allait. À 21h, quand Babou n'était toujours pas revenu, son frère Dawa a su que quelque chose n'allait vraiment pas. On ne disparaît pas simplement à 6500 mètres d'altitude pendant 5 heures. Pas quand on est l'alpiniste le plus expérimenté ici. Dawa a alors pris sa frontale et a commencé à chercher. Bientôt, d'autres membres de l'expédition l'ont rejoint. Ils ont crié le nom de Babou dans le vent, leur voix résonnant contre les parois de glace du Western CEM, mais il n'y a eu aucune réponse, juste un vent hurlant et le silence étrange du glacier. Aux alentours de minuit, Willy Benegas, un alpiniste argentin expérimenté, et le chef Sherpa de l'expédition, Pemba Yalsen, se sont joints aux recherches. Ils se sont dispersés sur le glacier, suivant le moindre signe, le moindre indice de l'endroit où Babou aurait pu aller. C'est alors qu'ils ont trouvé quelque chose qui leur glaça le sang. Ils ont vu des traces de bottes nettes dans la neige qui partèrent de la tente de Babou, faciles à suivre dans le faisceau de leur lampe frontale, retraçant son chemin pas à pas jusqu'à ce que les empreintes s'arrêtent de net. Pas progressivement, sans montrer de signes de lutte ou d'hésitation. Elles s'arrêtaient simplement à côté de ce qui ressemblait à un petit trou dans la neige. Le genre d'endroit anodin sur lequel on pourrait marcher sans y prêter attention. Mais Willy Benegas avait vu assez d'accidents de crevasses pour reconnaître ce qu'il avait sous les yeux. À cause de la neige fraîche, la crevasse était difficile à voir, expliquera-t-il plus tard. Elle n'était visible qu'à cause du trou créé par la chute de quelqu'un. À ce moment-là, Willy a compris l'horrible vérité. Le plus grand Sherpa ayant jamais vécu posa le pied sur un sol apparemment solide, mais la montagne l'engloutit. Willy a installé des ancrages dans la glace solide et s'est préparé à descendre dans la crevasse. C'était l'un des sauvetages les plus dangereux de l'alpinisme. Descendre dans une fissure instable du glacier, dans l'obscurité, à une altitude extrême, en sachant que les parois pouvaient bouger et s'effondrer à tout moment. La crevasse faisait à peine 1,20 m de large, se souvient Willy plus tard, et dans l'obscurité, elle semblait remplie de blocs de glace instables. Je ne savais pas ce que j'allais trouver. Willy s'enfonça dans la crevasse, sa lampe frontale perçant l'obscurité. Il savait qu'il risquait sa propre vie. Les parois de glace pouvaient s'effondrer à tout moment. La crevasse pouvait bouger sans prévenir. Il pouvait facilement devenir la deuxième victime de la nuit. Mais c'était Babou Chiri Sherpa, la légende qui avait redéfini l'alpinisme. S'il y avait la moindre chance qu'il soit encore en vie, il devait le sauver. Willy s'enfonça jusqu'à ce que sa lampe éclaire soudain quelque chose. Un éclat de vêtements vifs coincé entre des blocs de glace du glacier. Je suis tombé sur un mur de blocs de glace et parmi eux, j'ai vu la jambe de Babou. Plus tard, Benegas se souviendra que c'était un moment terrifiant. J'ai immédiatement compris qu'il était décédé. Le alpiniste de haute altitude le plus expérimenté de l'histoire, le Sherpa qui avait réécrit les règles de l'alpinisme, qui avait construit des écoles et inspiré une génération qui semblait totalement invincible sur les sommets les plus dangereux du monde, était tombé. Willy a dû prendre l'une des décisions les plus difficiles de l'alpinisme. Le corps était coincé sous des blocs de glace mouvants et la crevasse instable. Tenter une récupération pouvait aussi lui coûter la vie. Mais c'était Babou Chiri Sherpa. Il méritait mieux que d'être laissé seul dans la glace. La récupération a eu lieu à l'aube. Travaillant dans cette crevasse étroite et instable, Willy et un autre Sherpa ont soigneusement retiré des blocs de glace et attaché le corps de Babou avec des cordes. C'était un travail minutieux et dangereux, la crevasse pouvant s'effondrer sur eux à tout moment. Finalement, alors que le soleil se levait sur l'Himalaya, ils ont ramené Babou à la surface. Ce qui rend cette histoire si obsédante pour moi, c'est qu'il n'y a pas eu d'ascension finale dramatique, pas de tentative de sauvetage héroïque qui a mal tourné, pas de dépassement des limites de l'endurance humaine, pas de combat. Babou Chiri Sherpa est mort alors qu'il se promenait pour prendre quelques photos. Un pas imprudent, peut-être sans l'équipement de sécurité adéquate, peut-être simplement au mauvais endroit au mauvais moment, et l'homme qui semblait invincible n'était plus là. La mort de Babou Chiri Sherpa nous rappelle que parfois, les moments les plus ordinaires peuvent être les plus dangereux de tous.
Si cela est arrivé à Babouchiri Sherpa, le grimpeur le plus fort, le plus expérimenté et le plus respecté de la montagne, cela peut arriver à tout le monde. C'est justement cela qui rend la montagne si terrifiante. Qu'en penses-tu? Cela change-t-il ta perception du risque et de la sécurité? Es-tu déjà devenu trop à l'aise avec un danger après l'avoir souvent fait sans problème? Dis-le-moi en commentaire, merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo, reste audacieux et vise avec courage.